Propose un exercice de travaux pratiques économiques en vue de comprendre et de calculer un concept que j'appelle le dividende démocratique. Donc là, sous vos yeux, vous avez la répartition par décile en 2021 du patrimoine moyen de la France. Donc on est sur le site de l'INSEE, hein, donc on est vraiment dans les chiffres officiels. On constate plusieurs choses. Déjà, on a cette barre jaune en bas au niveau du 9e décile, c'est-à-dire les 10% des Français les plus aisés. Et donc ce qu'on constate, c'est que cette barre jaune, en fait, sa longueur est à peu près égale à la somme de toutes les autres barres jaunes. Et ça veut dire que 10% de la population française possède 50% de la richesse de la France. Et puis si vous montez comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous êtes à la moitié, et que vous prenez la somme des barres jaunes au-dessus, eh bien, vous verrez que c'est pas très long. Et ça veut dire en fait que 50% de la population française ne possède que 10% des richesses. Donc cette répartition, somme toute assez inégalitaire, ne me choque pas. Je considère que c'est à peu près inhérent euh, à la condition humaine et aux différences entre les hommes. Alors on pourrait avoir un débat, hein, par exemple, en bas, parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui se sont faits eux-mêmes et qui méritent leur chance. Et puis il y a ceux qui sont juste nés au bon endroit. Et donc là, on pourrait considérer qu'il y a matière à débat. Donc ça ne me choque pas. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que parmi les gens qui écoutent cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui, eux, veulent renverser cette situation, rêvent du grand soir, et imaginent quelque chose d'assez violent pour y arriver. Et donc effectivement, ça m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète encore plus, en fait, c'est que les inégalités croissent. Il y a une espèce de consensus général pour dire que il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien, et puis parmi les gens qui ont beaucoup, la barre jaune s'allonge, hein, et même si on va vers le premier pourcent de la population, elle peut devenir extrêmement longue. Et ça, je trouve ça un peu flippant, parce que je me dis que si vous avez de plus en plus de gens ici qui n'ont rien, moins que rien, donc rien à manger, rien à perdre, eh bien, à un moment donné, ils risquent de prendre leur fourche, leur gilet jaune, leur bonnet rouge, leur chemise noire, des pétards mortiers ou des fusils d'assaut, et faire basculer le monde dans une espèce de système d'anarchie, hein, le grand effondrement. Et ça m'inquiète quand même beaucoup. D'autant plus que si on pense à l'aphorisme de Einstein, hein, qui avait dit je ne sais pas avec quelles armes se fera la troisième guerre mondiale, mais je sais que la quatrième se fera à coups de massue. Et donc, du coup, si on est inquiet, on est en droit de se demander pourquoi déséquilibre. Hein, si ça s'accroît, si les égalités s'accroissent, c'est qu'il y a un déséquilibre. Hein. Et donc, qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre? Alors, moi, je pense que ce déséquilibre, il est en fait inhérent au capitalisme. Alors, on vit en régime capitaliste, hein, et franchement, le capitalisme, il faut pas le toucher, hein, parce que c'est ce qui génère le progrès. Et donc, effectivement, le progrès, il se matérialise par croissance et inflation. Toujours un peu d'inflation, hein, qui vient se greffer par-dessus la croissance, qui vraiment est le progrès. Et donc l'avidité humaine, hein, fait que ce qui provoque en fait cette croissance et cette inflation, en fait, c'est la capacité de s'enrichir à travers un mécanisme qui est que si on a du capital, on va rémunérer ce capital, on va toucher une rente. Et donc c'est vraiment ça qui fait marcher le monde. Si tout ça était en équilibre, je pense que ça se passerait pas mal. Le problème, c'est que on n'a jamais cet équilibre. On a toujours la rente qui est supérieure à la croissance plus l'inflation. On peut se demander pourquoi. Eh bien, moi je pense que c'est lié à un phénomène qu'on appelle la préférence pour le présent. On est toujours prêt à emprunter
quelqu'un qui détient du capital, pour avoir quelque chose tout de suite. Et on est prêt pour ça à payer plus cher qu'on devrait. Alors je vous donne juste 3 exemples. Le premier exemple, ça va être un jeune couple qui vient d'avoir son premier enfant, donc il lui faut une chambre de plus, peut-être une nouvelle voiture, une poussette. Et la poussette, il la faut maintenant, hein. Il la faut pas dans 1 an et demi quand l'enfant aura commencé à marcher. Et donc s'il n'a pas d'argent, il n'a pas le choix, il doit immédiatement aller emprunter pour pouvoir acheter une poussette. Et donc il va payer en 4 fois, prendre un crédit à des taux qui font que la rente sera élevée pour celui qui va lui prêter. Un deuxième exemple, ça serait en Mésopotamie, par exemple. Là, on trouve vraiment des traces de ça. Vous aviez régulièrement des mauvaises récoltes. Et à ce moment-là, un fermier n'a plus du tout d'argent, et donc il doit emprunter pour nourrir sa famille. Et il emprunte à des taux d'usure, à tel point qu'il sera endetté jusqu'à la fin de sa vie. Et donc régulièrement, hein, dans la Mésopotamie d'avant même les Grecs et les Romains, il y avait des traces de remembrement, en fait, hein, où on redistribuait la terre que les paysans avaient perdue parce qu'ils s'étaient endettés suite à une mauvaise récolte. Et puis le troisième exemple que j'ai envie de prendre, hein, c'est l'État français. On veut tout de suite une école ou un hôpital ou un pont, et donc immédiatement on va aller s'endetter sur les marchés à des taux qui sont de plus en plus élevés. Et donc, quelque part, on va aussi nourrir la rente. Ok, donc, cette préférence pour le présent, elle déclenche mécaniquement une inégalité. Et donc, on peut définir la survaleur comme étant la rente moins la croissance moins l'inflation. Et donc, ce qu'on a dit hein, dans tout ça, c'est que la survaleur est toujours positive. Et donc, moi, ce que je pense, hein, c'est que la survaleur supérieure à zéro, c'est aussi vieux que l'humanité, en fait. Ça a toujours été vrai. Donc, en Mésopotamie, j'ai cité l'exemple, dans la Rome antique, chez les Grecs, c'est vrai aussi bien du temps des rois, c'est vrai en dictature comme en démocratie. Alors, sans doute, hein, c'est plus fort en dictature qu'en démocratie, mais on vit actuellement une période dans laquelle la survaleur, tic-tac, tic-tac, hein, c'est le déséquilibre fondamental qui fait que les inégalités s'accroissent. Alors, ce qui nous permet de tenir et de retarder un peu le processus, c'est l'État. L'État redistributeur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Belle idée. Le problème, c'est que l'État, maintenant, il est devenu obèse, liberticide, sclérosé, donc sclérosant. Et dans un État sclérosant, il n'y a plus de croissance. Et quand il n'y a plus de croissance, la survaleur est d'autant plus forte. Et puis qu'est-ce que fait l'État? Il s'endette. Mais quand on s'endette, on crée de la rente. Quelque part, on emprunte aux gens qui ont du capital et donc on les rémunère pour ça. Donc on va contribuer à augmenter la survaleur. Non mais quelle ironie! L'État, qui est censé rattraper le déséquilibre inhérent aux sociétés humaines, eh bien en fait il génère cette survaleur qui est la cause principale du déséquilibre. Alors je donne quelques exemples. On taxe tellement les bas salaires qu'il n'y a plus de boulot. Donc les sociétés ne recrutent plus, et donc c'est un problème. Et donc on va inventer le CICE. Okay, donc on avait une armada de gens qui collectaient l'impôt, on aurait pu baisser l'impôt, bah non. On va plutôt dire, bon, on va créer une autre armada de fonctionnaires qui va s'occuper d'aller distribuer l'argent qu'on avait pris juste avant. Hein. Pareil avec le crédit impôt recherche. Il y a trop de taxes, donc la recherche quitte la France, va dans des pays plus compétitifs, et donc on va inventer un système dans lequel, si vous démontrez que vous faites de la recherche, on va vous donner de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer leur temps à lire des rapports qu'on aura écrits juste pour eux, afin de démontrer qu'effectivement on fait de la recherche. C'est un système qui ne peut pas marcher. Plus on augmente l'État, plus on crée de la survaleur. Il faut trouver un autre système.
Bon, dans quelques minutes, on va la calculer, cette survaleur. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer ce qu'on va en faire. Le concept est de dire qu'on va prendre la nation dans son ensemble comme une société commerciale. Comme toute société commerciale, il y a des actionnaires. Dans le cas de la nation, les actionnaires sont les citoyens. Parce que chaque citoyen détient un vote, et donc c'est comme s'il avait une action de la nation. Cette nation, collectivement, crée, génère un profit. Profit qu'on va identifier à la survaleur, qui en général, donc, je rappelle, est positif. Donc, qui dit profit, dit redistribution aux actionnaires sous forme de dividendes. Dividendes parce que c'est bien un profit qui est distribué à des actionnaires qui sont les citoyens, et démocratique parce qu'un citoyen, un vote, et donc un citoyen, un chèque. On est bien en train de généraliser le concept démocratique à l'économie. Et donc en faisant ça, du fait qu'on distribue à part égale le dividende démocratique à chaque citoyen, on va rétablir l'égalité rente égale croissance plus inflation, et on va donc corriger les déséquilibres. C'est quand même assez étonnant de se dire que la cause principale des problèmes de l'humanité, c'est le capitalisme, mais si on applique une certaine dose de capitalisme euh, au niveau du collectif, eh bien, on rétablit l'équilibre. Donc on utilise, c'est un peu comme une prise de judo, hein. On utilise la puissance du capitalisme pour rétablir l'équilibre dans l'économie. Donc on va voir que en fait, la survaleur, ça représente beaucoup d'argent, hein. Et donc on peut se demander où est-ce qu'on va le trouver, cet argent. On va pas créer une nouvelle taxe, hein, un nouvel impôt. Les impôts, on en a assez comme ça, c'est bon. Non. Pour générer cet argent, on va faire la chose suivante, en fait. On va utiliser un outil qui s'appelle la création monétaire. La création monétaire, c'est quelque chose qui se fait tout le temps, hein, donc ça existe déjà, c'est peu connu, mais c'est quelque chose qui est déjà bien pratiqué. Je vais pas insister plus que ça là-dessus pour le moment, mais sachez simplement que je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Et donc l'idée, c'est de dire, on va demander à la BPI de créer un compte bancaire par citoyen, par exemple avec comme numéro le numéro fiscal, hein. Chaque citoyen a un numéro fiscal, donc chaque citoyen aura un compte bancaire, et tous les mois, on va lui verser son dividende démocratique dessus, et il pourra aller acheter du pain ou ce qu'il veut avec. Il y aura aussi une petite app pour payer tranquillement. Okay, et donc, on fait d'une pierre deux coups. D'une part, on redistribue de manière quasi automatique et simple le profit qui est généré collectivement, et d'autre part, on rétablit l'équilibre dans la société. Et donc maintenant, il faut la calculer, cette fameuse survaleur. Mais comment faire? Alors pour ça, on va utiliser une grandeur macroéconomique qu'on appelle le produit intérieur brut. Okay, c'est plus ou moins la production de la France de valeur. Okay, et donc les économistes ont démontré, hein, que le PIB, pouvait se décomposer de la manière suivante, hein. Il y a d'abord les salaires, il y a ensuite un concept qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, hein, qui est aussi l'EBE, hein, excédent brut d'exploitation. Ça, c'est le profit des entreprises commerciales, des sociétés. Ensuite, vous avez quelque chose qu'on appelle le revenu mixte. Ça, c'est le revenu des indépendants. Les médecins, les agriculteurs, les artisans. Voilà, tout ça, ça tombe dans le revenu mixte. Et puis ensuite, vous avez impôts, moins subventions, et ça, c'est plus ou moins l'État. Ok, et donc, c'est ça qu'on va utiliser comme concept pour calculer le revenu du capital. Partons à la recherche des grandeurs économiques. Alors pour ça, on va taper Grands agrégats économiques 2023 et on va atterrir à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et là, on trouve les données qu'on cherche. Et en particulier, je trouve le fichier 105. Donc je le télécharge et je l'ouvre. Et dedans, je trouve jusqu'à 2023 et en partant de 1949, les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire le produit intérieur brut,
ainsi que la rémunération des salariés, les salaires, le BE, et puis impôts et subventions. Et alors en fait, le problème, c'est qu'effectivement, ils ont agrégé excédent brut d'exploitation et revenu mixte. Donc nous, on veut la décomposition. Bonne nouvelle, c'est disponible dans un deuxième fichier, qui est ce fichier-ci, que je vais ouvrir. Et avec la même structure, je vais cette fois-ci trouver les deux lignes qui m'intéressent pour le calcul qu'on veut faire. Et donc je vais les ajouter dans mon fichier. OK? Alors, juste au passage, hein, on voit que ça marche, parce que si je fais la somme ici, je trouve 2,291, et ça colle bien avec ce chiffre-là, donc on est consistant. OK? Alors donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais les salaires. Donc ça, c'est la rémunération des salariés. J'ai dit que je voulais le BE. Ça, bah voilà, c'est l'excédent brut d'exploitation que j'ai ramené. Le revenu mixte, qui est ici. Et puis l'État, qui est euh, impôt, déduit des subventions. Et donc tout ça fait 13,1, qui est bien égal au PIB. Ok, donc ma formule est bonne, et je vais pouvoir propager cette formule jusqu'en 2023. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir regarder un peu ces données. Pour ça, je les sélectionne, et je vais ici, je choisis un certain type de graphe qui m'arrange, et je le crée. Et donc comme ça, je le ramène ici pour pouvoir l'agrandir, et on va le regarder ensemble. Alors qu'est-ce qu'on constate en fait, hein? Donc on est de 1949 à 2023. Donc on voit que les salaires en bleu, bon, ils ont un petit peu augmenté. On voit que l'orange, pour le coup, il a pas mal grossi. Le gris, qui est le revenu mixte, hein, il a beaucoup réduit. Et puis l'État, qui est quand même devenu de plus en plus gros au cours du temps, mais pas tant que ça. Alors, pourquoi est-ce que le revenu mixte a tellement changé en fait? Bah, en 1949, en fait, la France était un pays d'agriculteurs, hein, et un agriculteur, c'est un artisan. Alors que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup des artisans et autres se sont mis, ou agriculteurs, se sont mis en société unipersonnelle. Et donc, comme il y a une société, ils ont basculé dans le orange. Donc, c'est pas tellement qu'il y a moins d'indépendants qu'avant, c'est surtout que maintenant, beaucoup d'indépendants, en fait, sont plutôt aussi dans l'orange. Alors, par contre, du coup, on voit que c'est quand même assez négligeable et qu'on, ça, c'est devenu quand même moins important que ça n'était en 1949. En fait, dans les pays en voie de développement, on retrouve ce type-là, hein. Beaucoup de personnes sont indépendantes en fait et s'autogèrent. Et donc du coup, c'est important justement de pouvoir définir le concept suivant. En fait, le problème, c'est que dans le revenu mixte, il y a une partie revenu du travail et une partie revenu du capital. Prenez le plombier par exemple. Eh bien, il répare des fuites et il crée des installations. Et donc il est payé pour ça. Ça, c'est du travail. Mais en même temps, il s'est acheté une camionnette. Et la camionnette, c'est du capital. Et donc, il y a aussi une partie de sa rémunération qui sert, en quelque sorte, à rémunérer ce capital. Si vous prenez un médecin de ville pour travailler, il lui faut un stéthoscope, c'est pas beaucoup de capital. Par contre, si vous prenez un dentiste, il lui faut une chaise de dentiste, ça coûte cher. Il y a des mobilisations de capital. L'agriculteur, il a des champs, il a une ferme, il a du matériel agricole pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a beaucoup de capital. Et donc là-dedans, mélangé avec des variations au cours du temps, et en plus mélangé suivant les métiers, il y a des bouts de capital et des bouts de travail. Alors du coup, il y a des gens qui ont fait des études hein, pour voir, calculer tout ça. Nous, comme c'est un peu négligeable ici, on va simplifier la vie, on va dire qu'on va généraliser quelque chose qui est quand même assez vrai, c'est que en général et de tout temps, quand vous avez de la rémunération, vous avez 2 tiers travail et 1 tiers capital. Ok. Et donc c'est ça la formule qu'on va utiliser pour calculer notre revenu du capital. On va se mettre ici et on va calculer le revenu du capital. Voilà. Alors ce revenu du capital, on a dit que c'était égal à l'excédent brut d'exploitation plus 1 tiers du revenu mixte.
Voilà. Et donc on l'a ici en 1949, le revenu du capital. Alors si on a un revenu du capital, on peut calculer une rentabilité. Mais pour ça, il faut quelques chiffres supplémentaires dont on a besoin et que j'ai préparés pour vous pour gagner un peu de temps. Ils viennent de l'INSEE, même principe, mais ils sont là. Ok. Donc là, je ramène plusieurs lignes dans ce fichier Excel que nous sommes en train de construire ensemble. Et je les insère. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai du coup maintenant? J'ai la population française, qui me permet d'ailleurs de calculer une croissance démographique. J'ai les indices des prix à la consommation. Alors je ne les ai pas pour toutes les années, ça commence en 96. D'accord? Et donc l'idée c'est que quand ça croît, eh bien le coût de la vie en quelque sorte ça croît. Et donc ça permet d'avoir l'inflation. L'inflation c'est la variation de l'indice des prix à la consommation entre deux années successives. Voilà. Et puis la dernière ligne, c'est le patrimoine net de la France. Alors ça, il faut que j'explique un peu plus. On va se mettre en 2023. Donc en 2023, on voit que le patrimoine net de la France, c'est 21 000 milliards. Ça veut dire que si vous avez 21 000 milliards sur votre compte en banque, vous pouvez acheter tout. Vous pouvez acheter toutes les maisons, tous les immeubles, toutes les voitures, toutes les sociétés, toutes les fermes, tous les champs, tout. Voilà, vous avez possibilité d'acheter la France. Alors, pas les Français, hein, et pas les citoyens, hein, mais en tout cas, vous pouvez acheter tout ce qui se vend. Voilà. Ok, donc ça, c'est vraiment le patrimoine net. Alors, on dit net aussi parce qu'on a enlevé la dette. Hein, donc la dette de la France ici a été retirée. C'est vraiment ce qu'il faut pour posséder la France. Mais pas, encore une fois, les habitants. Donc ça veut dire qu'en 49, là, quand on a calculé un revenu du capital que j'ai perdu, qui est ici, voilà. Donc quand on a calculé le revenu du capital, en 1849, on va le mettre en regard du patrimoine de la France. Alors je ne l'ai pas en 49. Donc il va falloir qu'on reporte la formule à partir du moment où j'ai ce patrimoine. Alors on voit qu'en 1998, hein, et maintenant on va se focuser sur ces lignes-là, en 1998, le revenu du capital, c'était 418 milliards. Et on le met en regard d'un patrimoine net de presque 7000 milliards d'euros. Et donc on va calculer du coup une rentabilité qu'on identifie comme étant égale à au revenu du capital divisé par le capital total. Voilà. Et là on trouve un pourcentage qui est à peu près égal à 6%. Bon. Ce 6%, on veut le mettre en regard de croissance plus inflation. Donc il faut qu'on calcule croissance plus inflation. Alors par construction, croissance plus inflation, en fait, c'est égal à la variation du produit intérieur brut de 98 divisé par celui de l'année d'avant et moins 1. Et de nouveau, on trouve un pourcentage qui est ici égal à 4,39. Voilà. Et du coup, maintenant, bah, je l'ai, ma survaleur. Parce que j'ai défini la survaleur comme étant justement égale à la rente moins croissance plus inflation. Et je trouve 1,61%. Donc cette année-là, la survaleur était de 1,61%. Et donc ce que je dis, c'est que ça, c'est le profit de la nation qui doit être redistribué entre chaque citoyen. Donc je crée du coup une enveloppe, et cette enveloppe, elle est égale au patrimoine net multiplié par la survaleur. Voilà, et je trouve 112 milliards. Alors je veux voir ce que ça fait par citoyen. Et là, donc je prends ces 112 milliards, je les multiplie par 1 milliard parce que il faut qu'on remette à l'échelle, et je divise par la population française en 98, qui était de 58 millions de citoyens. Et donc je trouve 1923
euros par citoyen. Okay, alors, pour donner l'échelle, je vais calculer maintenant par mois, et c'est ça que je vais appeler le dividende démocratique mensuel. Et donc, il est égal à 1923 divisé par 12. Ça veut dire que en 1998, on aurait dû verser à chaque citoyen 160 euros chaque mois. Alors attention, parce que là, on parle en euros de 1998. Il faut l'ajuster de l'inflation. Et ça se calcule de la manière suivante. On prend la valeur, on la divise par l'indice du coût de la vie, l'indice du prix conso en 98, et on la multiplie par la référence qu'on cherche, et en l'occurrence, c'est 2023. Voilà. Et on trouve 252 euros. Ok. Donc, il faut se projeter. Si en 98, on était en 2023, c'est un peu prise de tête, eh bien, en fait, le revenu, le dividende démocratique qu'on aurait dû recevoir chaque mois, en tant que citoyen, c'est 252 euros. Et ces calculs-là sont valables pour toutes les années. Et donc, je vais propager jusqu'à 2023. Voilà. Alors voilà, oui, j'ai ici fait une erreur, c'est qu'il fallait que je fige la valeur de 2023 pour qu'elle ne se propage pas, elle, pour le coup. Donc je recommence ici et je propage. Voilà. OK ? Et donc j'ai mon dividende démocratique mensuel par citoyen, année après année. Et si je fais la moyenne de ça, je trouve 394 euros, presque 400 euros de dividende démocratique versés chaque mois à chaque citoyen français. Alors attention, hein, parce que c'est pas régulier en fait. Par exemple, si vous regardez 2000, en 2000, il y a eu, en fait, certes, une forte rentabilité du capital, mais il y a aussi eu un fort croissance plus inflation. D'accord? Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que l'inflation était pas si forte, à 1,82%, et donc ça veut dire qu'il y a eu une forte croissance. Du coup, la survaleur était faible, et on a du coup que 25 euros. Voilà. Alors du coup, pour ramener une espèce de régularité, hein, alors d'ailleurs je pense que ici, non, pour ramener une espèce de régularité, je vais pouvoir lisser en fait, hein. Par exemple, ce que je pourrais faire ici, c'est de dire que c'est la moyenne de 3 années. D'accord? Donc du coup, c'est égal à ça, ça, plus ça, divisé par 3. Et du coup, j'ai plutôt 209. Et si je fais ça, et que je le propage, d'accord? Maintenant, si je me projette ici et que je regarde la courbe, j'ai quelque chose de très irrégulier, avec des moments très positifs, des moments quasi nuls, hein, les 25 euros, et même des moments négatifs, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Par contre, si je regarde maintenant ma courbe lissée, eh bien j'ai quelque chose de, certes, pas si régulier que ça, mais quand même plus régulier, et puis surtout, j'ai quand même beaucoup moins de négatifs. Mais je vais revenir sur cet aspect négatif. Okay, donc le lissage permet globalement d'éviter de passer en négatif. Et même d'ailleurs, si ici, je lissais sur 4 années, donc je rajoute du coup l'année encore précédente, plus je mets d'années, plus je lisse. Hein. Et donc si ici je propage ça, je vois que ici même, j'ai même plus de négatif. D'accord? Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense que si je vous avais annoncé que cette année-là, on allait vous ponctionner de l'argent sur votre compte, vous n'auriez pas été très satisfait. D'accord? Mais avec un lissage, on revient vers la moyenne, et donc on s'aperçoit qu'on a systématiquement un dividende démocratique qu'on peut verser à chaque citoyen. Voilà. Alors comment on va le verser, ce dividende démocratique? Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas créer d'impôt pour ça. En fait, on va utiliser celle qu'on appelle la création monétaire. Donc la création monétaire, c'est quelque chose qui est effectué maintenant par les banques centrales, mais ça a été, de tout temps, ça a existé. Hein. Je veux dire, Rome
collectait des pièces d'or, il en prenait 2 et puis il en faisait 3. D'accord? Donc pour vous, il y avait toujours une pièce où il y avait marqué 1 sesterce, mais lui, il en avait ramené 2 et il vous en rend 3, et donc il a créé 30% de masse monétaire. Battre monnaie sur ces terres, hein, qui était un privilège séigneurial, eh bien justement, c'est le même concept. Alors maintenant, il y a des banques centrales qui ont le droit d'imprimer de l'argent, et donc effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va utiliser le fait qu'elles impriment déjà de l'argent. En fait, ce qu'elles font aujourd'hui, c'est qu'elles l'impriment à travers les banques. C'est ça une banque en fait, c'est quelque chose qui peut imprimer de l'argent. Quand vous allez voir la banque et que vous dites je veux acheter cette maison, fais-moi un prêt de 100 000 euros, en fait, on pense que la banque, elle prend les 100 000 euros sur le compte des gens qui ont déposé de l'argent. Eh ben non, en fait, elle va l'imprimer. Elle va marquer dans un bilan, à gauche, j'ai prêté 100 000 euros à vous, et à droite, elle va marquer, il me le rendra. Voilà. Hein. Et donc pour ça, elle vous prend 3% d'intérêt. Donc ce système de création monétaire, c'est une réalité. Et donc ce qu'on dit juste ici, c'est qu'on va l'appliquer en plus pour créer un dividende démocratique calculé. Calculé. Hein, parce que c'est très important qu'il soit calculé. Parce que si vous passez dans un mode dans lequel des hommes politiques peuvent jouer avec ces chiffres, eh bien l'homme politique, hein, il a un programme économique à réaliser, et puis il doit être élu. Et donc il sera extrêmement tenté de doubler ce chiffre, et donc du coup on aura complètement quitté la zone d'équilibre. Hein. On avait dit que l'idée c'était de remettre de l'équilibre entre rente, croissance plus inflation. Si vous laissez le politique prendre la main là-dessus, il va nous détruire l'équilibre dans le mauvais sens, et ça marchera de nouveau plus. Okay, donc on est bien sur un modèle économique de création de valeurs communes au niveau de la nation, redistribuées sous forme de dividendes démocratiques à part égale entre les citoyens. Alors, je voudrais revenir sur le sujet du dividende mois par mois, parce qu'on a vu quand même qu'il fluctuait pas mal. Alors d'ailleurs, avant ça, je vais basculer en mode, ça sera plus visible comme ceci. Voilà. Donc là, on a donc le dividende démocratique par mois et par citoyen. Okay, et si on regarde cette courbe, on peut avoir un peu plus d'informations. Alors déjà, on voit ici l'effet ça c'est 2000, c'est 2009. Donc en 2008, il y a eu la crise des subprimes, et effectivement, on s'aperçoit que l'année suivante, eh bien, on aurait dû verser un gros dividende démocratique. Alors d'abord, une première chose, c'est qu'après les subprimes, hein, les États ont fait le bail-out des banques, c'est-à-dire qu'elles ont donné beaucoup d'argent aux banques qui étaient en faillite, et puis elles ont fait un système qu'on appelle le quantitative easing, elles ont injecté beaucoup d'argent. Mais encore une fois, elles ne l'ont pas injecté à travers un dividende démocratique, elles l'ont injecté à travers les banques. Mais à l'arrivée, on voit que ça se justifie en fait. Ce faisant, elles ont augmenté la survaleur, et donc mécaniquement, en fait, elles auraient pu soit faire un dividende démocratique comme moi je le préconise ici, et au lieu de ça, elles ont plutôt choisi d'injecter à l'autre endroit. Alors pour information d'ailleurs, hein, l'État américain a même donné des chèques aux gens quand même, hein, et ça c'est de l'hélicoptère monnaie, pour soutenir la consommation. Okay, donc quelque part, c'est une certaine forme de dividende démocratique, sauf que là, c'est à la bonne volonté du politique, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer dans un système démocratique dans lequel, mécaniquement, pour être élu, l'homme politique peut être tenté d'être démagogique. Autre sujet intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans. Hein, donc on a eu d'abord le Covid. Hein, donc c'est intéressant le Covid parce que là aussi, l'État a injecté énormément d'argent et on voit que ça a créé beaucoup de survaleur, hein, croissance faible, mais par contre beaucoup de rentabilité du capital. Voyez. Et donc là, on aurait dû redistribuer beaucoup. Bon. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la guerre en Ukraine? On a détruit du capital. Et quand on détruit du capital, mécaniquement, eh bien, la survaleur baisse, et voire même ici, on l'a tellement détruit que finalement, il n'y a plus rien à redistribuer. Alors c'est ça les guerres, en fait. Hein. La guerre, c'est la destruction du capital. Et donc quand il y a la guerre, en fait, plus vous êtes riche, plus vous êtes atteint. Alors je ne parle pas des gens qui meurent sur le champ de bataille, hein, qui en général, d'ailleurs, accessoirement, sont plus souvent pauvres que riches.
Mais par contre, à l'arrivée, si vous voulez, si vous ne détenez rien et qu'on casse tout, bah, à la limite, en termes de capital, hein, vous n'êtes pas touché, hein. Par contre, si vous possédez beaucoup de richesses et qu'elles sont détruites par une bombe qui tombe, bah, voilà, donc vous êtes le plus touché. Ok, donc une bonne façon de détruire la survaleur, c'est de partir en guerre. Et c'est aussi contre ça que j'espère lutter avec le dividende démocratique, parce que si les gens prennent conscience du fait qu'ils sont associés à la production de richesse de la nation, hein, et que on passe d'un système dans lequel, globalement, la survaleur est directement basculée chez les gens qui détiennent le capital, créant des inégalités de plus en plus fortes. Si on bascule plutôt dans un système dans lequel, maintenant, on va la distribuer à part égale entre chaque citoyen, ce qui est l'essence même, hein, de la démocratie, eh bien, je pense qu'on va pouvoir, du coup, mieux associer les citoyens euh, à la société et donc renforcer le pacte social. Alors maintenant, on va faire quelque chose qui est absolument incroyable. Et pour ça, on va s'intéresser aux jeunes. Imaginez un enfant qui est né en 2001. Ok, donc, un enfant, bah, c'est un citoyen, hein, il est bien dans les 59 millions de citoyens qu'on avait en 2001, mais il vote pas. Alors, est-ce qu'il a le droit ou pas à un dividende démocratique? Bon, il se trouve qu'en France, on a un système qu'on appelle les allocations familiales. Donc, quelque part, c'est la reconnaissance du fait qu'il faut aider les parents, hein, à aider leurs enfants correctement. Et donc, eh ben, on va garder ce système et on va dire que la moitié de l'enveloppe annuelle par citoyen de 2001, en euros de 2001, eh bien, on la garde comme allocation familiale. Et puis, à côté de ça, avec l'autre moitié, on va la capitaliser dans des fonds jeunesse. C'est un peu comme des fonds de pension, sauf que c'est pas à destination des personnes âgées qui vont prendre leur retraite, c'est à destination des jeunes futurs actifs, hein, futurs citoyens de notre société. Ok, donc même principe, on prend l'enveloppe et on prend l'autre moitié. Bon. Maintenant, imaginez qu'on est en début d'année et qu'on mette cet argent sur un compte capitalisé. En fait, il va travailler cet argent dans le fond. Et donc, il aura la même rentabilité que le capital qui est ici. Et donc, il va générer des intérêts. Intérêts qui sont égaux au montant capitalisé multiplié par les intérêts. 72 euros. Et donc, à la fin de l'année, on aura ce qu'on avait déposé plus les intérêts. Et l'année suivante, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le report à nouveau, c'est-à-dire ce qu'on avait à la fin de l'année, plus la somme qu'on va capitaliser pour cette année, divisé par 2. Et on retrouve ici 3066, qui vont générer des intérêts, qui sont égales à la somme en début d'année, multipliée par la rentabilité de 2002. Et donc, à la fin, on aura bien l'argent qu'on a, plus les intérêts. OK? Et ainsi de suite. Et donc, on va faire ça jusqu'aux 21 ans du citoyen. D'accord? Donc, on a commencé en 2001, donc il faut s'arrêter en 2022. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que en 2022, le jeune, dans son fonds, il y a 82 000 euros. 82 000 euros qu'on va pouvoir lui donner pour qu'il puisse étudier. Et quand il étudie, se nourrir, vivre. Et surtout, en plus de ça, il va pouvoir entreprendre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est qu'il y a une énorme inégalité devant la capacité d'entreprendre. Si je nais du bon côté de la barrière, dans le bon décile, et que j'ai des économies, eh bien à ce moment-là, je peux entreprendre. Mais si l'argent que je dois utiliser pour entreprendre, c'est l'argent qui me permettra de me nourrir lundi et de nourrir ma famille, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est vraiment ça, un des problèmes qu'on a, qui fait qu'on n'entreprend plus, ou pas suffisamment en tout cas, c'est que les gens n'ont pas de quoi entreprendre, ils n'ont pas de quoi prendre des risques.
Alors que le jeune, justement, ici, il est plein d'énergie, il veut changer le monde. Et donc c'est vraiment le moment où il faut qu'il ait accès à du capital pour pouvoir entreprendre. Ok. Alors effectivement, avant de bâtir cet argent-là, il faut attendre 20 ans. Ok. Donc si on commence aujourd'hui, on n'en bénéficiera que dans 20 ans. Alors après, on peut imaginer des mécanismes transitoires, et là, il faudra faire intervenir le politique. Mais vous voyez l'idée quand même, c'est que de manière continue, année après année, dès que le jeune a 21 ans, hop, on lui donne de quoi étudier et on lui donne de quoi entreprendre. Alors s'il veut s'asseoir devant la télé et acheter une PlayStation et ne rien en faire, écoutez, tant pis pour lui, quoi, d'accord. Moi, au moins, j'aurais l'impression d'avoir fait le maximum pour qu'il se comporte correctement et que justement, il ait toutes les chances. Ok. Et donc, oui, effectivement, j'attends de lui qu'il arrête de casser les abris de bus et qu'il arrête de brûler les bus et qu'il fasse des vraies études et qu'il s'investisse parce que il n'a plus de raison de ne pas se sentir comme faisant partie à part entière de la société. Je voudrais insister un peu plus sur la partie équilibre, en fait, parce que, bon, effectivement, là, on a distribué de l'argent, c'est toujours très sympa, hein, je veux dire, on imprime, hop, et tout le monde récupère 200, 300, 400 euros par mois, parfois même 1000, et puis quand il a 21 ans, il récupère 82 000 euros. Bon, mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que cet argent, il est créé, mais il est déjà créé aujourd'hui. En fait, il est distribué par les banques, qui est un système qu'il faut garder, hein, parce que les banques, l'avantage, hein, c'est qu'elles permettent aux gens d'entreprendre en leur prêtant de l'argent. Alors certes, elles ponctionnent des intérêts, mais quelque part, elles sont quand même partie du moteur de l'économie. Non, la grosse différence, l'énorme différence qu'il y a entre le dividende démocratique et le système actuel, c'est qu'il remet de l'égalité entre les citoyens. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand une banque prête de l'argent, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On dit on ne prête qu'aux riches. D'accord. Donc l'argent imprimé pour faire avancer l'économie et créer du progrès, en fait, il a plus de chances d'aller dans la poche de quelqu'un qui est déjà riche que dans la poche d'un pauvre. Alors il y a des systèmes de microfinance, on trouve plein de solutions pour essayer à travers du politique, vous voyez, donc de la friction, de la déperdition d'énergie, tous ces systèmes hein, qui, quelque part, retardent notre course vers l'abîme, hein, que j'ai déjà plusieurs fois évoqué, eh bien, on les remplace par un mécanisme automatique. Et donc, en même temps, on va réduire la friction de l'État. Ok. Donc, il faut quand même garder cette idée-là aussi, hein, c'est que, ok, si on rétablit cet équilibre, on a moins besoin d'État. Euh, si globalement on dit, ben voilà, d'office, tu as 400 euros par mois parce que cette année, on a bien créé de la valeur, clairement, on peut penser d'ailleurs qu'il y aura plus de valeur créée, hein, puisqu'il y aura plus d'entrepreneurs grâce au coût des 82 000 euros, entre autres, et plus d'entrepreneurs parce que tout le monde aura plus d'argent pour entreprendre. Donc pourquoi pas plus que 400 euros hein, à définir. Mais enfin, pour l'instant, le calcul nous donne ça. Partons sur cette base, qui est grosso modo dans l'ordre de grandeur d'un RSA. Il y a quand même aussi une grosse différence. C'est que aujourd'hui, quand vous avez le RSA et que vous devez retourner au travail, eh bien, vous allez gagner un SMIC, mais vous allez perdre le RSA. Et donc, du coup, dans votre tête, vous vous dites, bon, je peux rester à la maison avec le RSA ou je peux basculer au SMIC, mais moins le RSA. Plus en plus, il faut que je prenne ma voiture pour aller au travail, ça va être compliqué. Et donc, j'y vais pas. Voilà, effet de seuil. Le dividende démocratique, il est universel. Il doit être donné à tout le monde, même à l'homme le plus riche du monde, qui se trouve en plus être français. Donc, il est hors de question de commencer à dire oui, on va commencer à distribuer plus aux pauvres qu'aux riches, parce que vous comprenez. Non, c'est un fondement de la démocratie. Ok. C'est dire qu'on donnera plus aux pauvres qu'aux riches, ça serait comme de dire que parce que les riches payent plus d'impôts, ils ont plus de droits de vote que les pauvres. Voilà. Donc il faut que ça soit absolument universel et ça va nous rattraper le phénomène qui crée ce déséquilibre, hein, vraiment fondamentalement, tout est dans tout, que on ne prête qu'aux riches. Et maintenant, on va prêter, alors on ne prête pas, on imprime, mais c'est, oui, hein, tout l'argent du monde est une dette, à travers le dividende démocratique, on rétablit tous ces déséquilibres qui sont la raison profonde de notre course vers l'abîme. Voilà. On arrive au bout de notre voyage dans la compréhension du dividende démocratique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur la propriété,
et en particulier autour des biens communs, ou encore regarder le dividende démocratique à l'aune des grands économistes. J'ai bien regardé, je n'ai vu personne qui proposait ce modèle, donc voilà, je vous le soumets dans cette vidéo. Si vous y adhérez, n'hésitez pas à me contacter. Si vous savez pourquoi il est faux et il faut surtout pas l'appliquer, ça m'intéresse aussi, n'hésitez pas, et merci.